On va passer maintenant à la deuxième présentation. Laurent Chevalier, médecin consultant en nutrition, praticien attaché au CHU de Montpellier. Et Laurent, vous allez nous parler d'alimentation durable et poser la question de la viande. Vaste sujet. Donc c'est un ring en fait là qui est en train de s'installer, non? Oui, quasiment. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être un petit peu concret. Quels aspects on peut développer et surtout comment on peut s'investir, nous, de façon très concrète, par rapport à ces enjeux environnementaux. Alors, j'ai deux propositions. Je vais commencer par la première. Enfin, je vais en donner une au début, puis d'autres à la fin. La première, c'est pour signaler que cette notion d'alimentation durable n'est pas comprise par les patients. J'ai 9 patients sur 10 qui ne comprennent pas ce que c'est que l'alimentation durable. Donc, Eric en a parlé un petit peu hier. Je crois qu'il y a certainement un nouveau terme à trouver, parce que pour eux, l'alimentation durable, c'est finalement la conservation des aliments. Est-ce que je dois prendre du surgelé, de la conserve ou des choses comme ça? Et quand on regarde sur l'intelligence artificielle, ChatGPT, par exemple, en disant « trouvez-nous un autre terme », ils ne trouvent rien de bon. Donc, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à quel est le terme que l'on pourrait employer pour que ça soit compréhensible. Vous pouvez ensuite laisser un petit mot à l'entrée, mais Mathieu, c'est quelque chose d'important. Les patients ne comprennent pas ce que c'est que l'alimentation. Alors, après ça, on leur explique qu'il faut préserver la planète, etc. Donc, je pense qu'il faut trouver un autre terme. Et je pense que ça pourrait être une des actions positives de Biogé aussi aujourd'hui, de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre là-dedans. Alors, il est bien évident que, il y a des objectifs à atteindre pour réduire l'empreinte carbone. Ça doit être divisé par 6. Donc, il faut tous se mettre dans cette perspective et on a un certain nombre de leviers pour y arriver. Alors, on a, vous savez bien, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote. Au niveau de la viande, au niveau de l'élevage, on a des émissions de méthane. Mais ce n'est pas les pires par rapport au protoxyde d'azote, puisqu'elles disparaissent, c'est elles qui disparaissent le plus vite au niveau de l'atmosphère, même si elles restent assez longtemps. Le protoxyde d'azote est quand même beaucoup plus problématique. Alors sur la viande, eh bien, qu'est-ce qu'on doit en penser? La consommation de viande a été beaucoup trop importante. Eric en a parlé hier, c'était aussi la surconsommation de viande était liée aussi à un marqueur social. Plus on était riche, plus on pouvait manger de la viande. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on en consomme, la tendance est d'en consommer trop et que ce n'est pas soutenable d'une manière générale au niveau de la planète. Alors, quelles sont les bonnes proportions? Eh bien, les proportions aujourd'hui pour consommer de la viande, c'est plutôt entre 400 et 500 grammes par semaine. Ça, c'est ce qui a une cohérence. Il faut faire attention à ce qui arrive aussi de façon assez rapide, déjà dans certains pays, à savoir la viande in vitro. C'est-à-dire que c'est une viande, a priori, ça paraît séduisant, puisqu'on va prendre du muscle, et puis on va multiplier, une cellule de muscle, on va la multiplier, etc. Sauf que dans la réalité, c'est complètement différent, et ça a un coût environnemental qui peut être très important. Et puis, on a besoin aussi, je vais en reparler, de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Alors, quel qu'il y a comme alternative? Consommer du poisson, ça a du sens, mais ça ne peut pas être une alternative protéique d'une manière générale, toujours aussi pour des raisons environnementales. Vous savez que la consommation de poisson, on considère qu'on peut en prendre 2 à 3 fois par semaine, dont 1 fois par semaine du poisson gras. Donc on arrive à cette solution qui est de dire qu'il faut végétaliser l'alimentation. Actuellement, il y a encore des efforts à faire pour consommer plus de végétaux. L'objectif, c'est d'arriver à un apport en protéines animales, protéines végétales égal à 1 et probablement plus de protéines végétales. Donc augmenter les apports en végétaux, c'est quelque chose d'important. Souvent, on a des questions de patients qui nous disent « oui, mais je ne vais pas avoir assez de protéines, etc. » Il y a des études, et notamment celle que je vous cite ici, qui montrent que l'apport en protéines végétales, alors il faut faire des mélanges bien entendu, mais va couvrir les besoins.
C'est un petit peu moins vrai pour l'apport en vitamine B12 et l'apport en fer. Donc il faut quand même qu'on ait une alimentation qui prenne aussi, qui tienne compte de cet aspect, de cette vitamine B12. Vous savez qu'elle est nécessaire pour la fabrication des globules rouges et on l'a dans les produits d'origine animale. Donc les végétariens, par exemple, ont rarement des carences en vitamine B12, ils ne mangent pas de viande, ils peuvent trouver un équilibre nutritionnel aussi sans consommer de viande, mais la viande peut participer à un bon équilibre nutritionnel si on reste dans des zones correctes qui étaient de 400 à 500 grammes par semaine. Donc comme on vous l'a dit, l'homme est fondamentalement un omnivore. Alors, par rapport, si on se compare par rapport à un autre primate qui est le chimpanzé, où on a à peu près le même volume cardiaque, le même volume au niveau du foie, etc., on a un intestin qui est 2 fois moins grand. Le chimpanzé est un herbivore, il dépense beaucoup d'énergie pour sa digestion. Et nous, à un moment donné, eh bien, tout a été fait pour apporter de l'énergie au cerveau. Et il faut faire des économies d'énergie. Et pour faire ces économies d'énergie, il y a notamment au niveau de la digestion. Le tube digestif s'est réduit des 2/3 et on est devenu des omnivores en consommant un peu plus de graisse, différents types de protéines, etc. Et donc, cette énergie qu'on a récupérée, elle va au cerveau. Vous savez qu'il y a une autre source aussi où on a réussi à économiser de l'énergie, c'est qu'on est devenu bipède permanent. Et quand on est bipède permanent, on dépense moins d'énergie que quand on est quadrupède. Donc, il y a cet aspect à voir, c'est que fondamentalement, on est des omnivores. Après, ce qu'on voit aussi de plus en plus en consultation, c'est des gens qui ont tendance, et notamment parmi des étudiants, c'est des gens qui ont tendance à prendre tellement de végétaux, notamment des légumineuses, qu'ils ont un problème de tolérance digestive. Il n'y a pas de consultation sans qu'on n'ait pas cette problématique pour certaines personnes. Donc du coup, on leur conseille de modifier un peu l'alimentation, parfois de réduire un peu le cru et de réduire un petit peu les légumineuses. En fait, c'est souvent un problème que l'on a avec les légumineuses. En plus, l'excès de consommation des légumineuses, il faut en prendre, bien entendu, parce que ça apporte la vitamine B6, le magnésium, etc. Mais ce problème de tolérance digestive, on le voit de façon extrêmement régulière. Donc, pour l'élevage, il y a un certain nombre d'éléments à souligner. Le premier élément à souligner, c'était que finalement, beaucoup d'études négatives qui ont été faites sur la viande ne tenaient pas compte du mode d'élevage. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil si vous avez un élevage industriel concentrationnaire et si vous avez un élevage bio ou un élevage beaucoup plus respectueux des animaux. Et dans les études que l'on a, eh bien, c'est quand même un vrai souci de mettre tout exactement dans le même sac, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a eu pas mal de polémiques en disant oui, mais les végétaux qu'il y a pour les animaux, on pourrait les donner aux humains. Non, en fait, il y a ça c'est les sources de l'INRAE. On a quand même 86% des végétaux qui sont consommés par les animaux qui ne pourraient pas l'être par l'homme. D'autre part, eh bien, on a aussi besoin des prairies, de l'entretien des prairies pour quand même séquestrer le carbone, limiter l'érosion des sols, une meilleure gestion des flux de l'eau, et puis il assure la biodiversité. Et les produits laitiers, Pierre, sont plus riches en oméga 3 grâce aux herbes. Donc finalement, pour réduire l'empreinte carbone, il y a aussi d'autres aspects, c'est ce que je souligne de façon assez régulière. Quand vous prenez du jus d'orange industriel, d'où vient-il ? Il vient de très loin. L'empreinte carbone, elle est importante. Ils utilisent aussi des pesticides qui ne sont pas forcément utilisés en Europe. Alors, normalement, sur les produits qui arrivent sur notre continent, eh bien, ils doivent respecter les réglementations, bien entendu. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre tous ces jus d'orange industriels ? C'est pas sûr. Si vous prenez des jus, prenez du jus de poire, du jus de pomme, de Normandie, des Hautes-Alpes, de où vous voulez, mais déjà, on peut avoir déjà cette réflexion. La deuxième, c'est sur le café. En fait,
le café, il vient de très loin. Vous savez que le café, le thé et les boissons à base de chocolat, c'est quelque chose qui est tout à fait récent dans l'histoire du petit déjeuner. Disons, ça se développe pas mal au XVIIIe, XIXe siècle, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui n'existait pas, par exemple, au Moyen-Âge. Donc, le café, ça vient de loin, c'est une empreinte carbone. Quand vous torréfiez le café, il y a des substances, l'acrylamide, notamment le furane, qui va se dégager par la torréfaction. Et la réflexion que l'on peut avoir, c'est est-ce qu'on est obligé de consommer ce café? En plus, vous savez qu'il y a des producteurs peu scrupuleux qui utilisent la main-d'œuvre infantile. Donc, posez-vous cette question, surtout qu'on a une alternative avec la production de la chicorée en France. Posez-vous cette question du café. Pourquoi on prend du café? Pour le thé, c'est à peu près la même chose. En plus, vous savez que le café et le thé sont ce qu'on appelle des chélateurs du fer, c'est-à-dire que si on en prend trop, eh bien, on assimile moins bien le fer au niveau intestinal. Donc, c'est une réflexion que l'on peut avoir. Alors, évidemment, tout dépend des quantités. Si vous prenez une ou deux tasses de café, vous assimilerez correctement votre fer. Mais si vous le prenez de façon beaucoup plus importante, et il y a des personnes qui parfois prennent des grandes quantités de thé, eh bien, ça peut être problématique en termes de santé malgré tout. Donc là aussi, on a des alternatives avec les tisanes. L'huile de palme, c'est pareil, on a des alternatives. Nous, avec l'huile de colza, on n'est pas obligé d'utiliser de l'huile de palme qui est surutilisée dans l'industrie. Ensuite, de façon très concrète aussi, est-ce qu'on a besoin de consommer des avocats? Je vous rappelle que ça vient de loin, que pour chaque avocat, on utilise 60 litres d'eau, que l'empreinte carbone est importante, que pour les avocats qui viennent, par exemple, d'Espagne, il y a actuellement un procès qui est fait par les maraîchers pour détournement de biens publics, l'eau par rapport aux avocatiers. Donc on peut se poser la question. Moi, j'avais demandé, du coup, à un chef cuisinier, par quoi on peut remplacer l'avocat pour le guacamole, par exemple. Et donc lui, il me dit, il y a des choses assez simples. Donc il utilise des brocolis. Il fait avec des brocolis, il va mixer tout ça, il va mettre un petit peu de crème et il va mettre du piment d'Espelette, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des alternatives. Et nous, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à notre échelle? Parce que, bien sûr, on peut faire des pressions et on remercie beaucoup la mairie de Rouen de nous inviter, ce qui permet d'échanger, bien entendu. Mais après, de façon concrète, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, c'est ce que j'explique en consultation. Et ce que j'explique aussi, je prends en charge beaucoup de la nutrition pour les femmes enceintes, pour la dénutrition, et puis aussi des populations très vulnérables, notamment en addictologie. Et en addictologie, la première chose que je leur explique, et je leur donne des chiffres très concrets sur le fait qu'on peut se nourrir sainement à petit prix. Donc c'est tout à fait possible. Et il y a une réflexion à mener sur un certain nombre d'éléments de l'alimentation, notamment sur les produits, certains types de produits aussi, ultra transformés, je vais vous en parler tout de suite. La réduction de l'empreinte carbone, c'est faire bien attention à ne pas prendre des fruits et légumes sous serre chauffée. Bon, ça, vous le savez, hein. Les tomates, on ne va pas les prendre l'hiver. C'est l'alimentation ultra transformée. L'alimentation ultra transformée a un coût pour la société. Alors, c'est quoi? C'est des aliments qui sont très modifiés. Vous avez 3 choses dans l'alimentation ultra transformée. Vous avez la matrice qui est complètement explosée. Il y a du soufflage, du cracking, etc. Et le meilleur exemple que l'on a et qui est donné aujourd'hui de façon tout à fait naturelle aux enfants, mais ça n'a vraiment pas de sens, c'est les pétales de céréales du petit déjeuner. Vous donnez ces produits-là, c'est un vrai problème. Souvent, sont ajoutés des additifs. Et après ça, donc ça c'est le deuxième aspect parmi les marqueurs de l'ultra-transformation, des additifs qui sont inutiles. Je vous rappelle que les additifs sont insuffisamment bien étudiés et qu'on connaît très mal les interactions entre les différents types d'additifs. Et puis, il y a les emballages, avec les emballages d'immigration des éléments du plastique vers les produits du contenant, vers le contenu. Donc, cette alimentation ultra-transformée, on l'a un peu partout et on ne se rend pas compte. On doit limiter ça pour la planète.
Il y a des patients qui me disent « Non, moi, je ne prends pas de l'alimentation ultra transformée parce qu'elle ne prend pas de plat tout prêt. » Mais je dis « Est-ce que vous prenez des cookies ?» Ah ben oui, ben les cookies, c'est un produit ultra transformé. Donc, avoir cette réflexion me paraît importante. Sur les eaux embouteillées, ben, là aussi, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ce plastique? Vous savez qu'il est imparfaitement recyclé. Vous savez qu'on trouve à peu près 240 000 microparticules de plastique, d'éléments du plastique dans l'eau, etc. Donc la réflexion doit avancer aussi sur cet aspect-là. Et puis, si vous voulez faire le premier geste éco-responsable qu'on peut tous faire de façon très régulière, c'est de faire attention au gaspillage alimentaire. Alors, ça paraît banal comme ça, mais quand on voit les chiffres, c'est des chiffres qui sont complètement... Alors, bon, il y a, selon des études, des variations un petit peu sur les chiffres, mais grosso modo, on a un tiers de la production qui est jetée. Donc, c'est quand même très, très problématique. Et vous voyez ici que, finalement, c'est 82% des ménages qui vont jeter. Et la grande distribution dont on parle beaucoup, c'est la partie la plus visible mais la plus faible. Donc, avoir toujours à l'esprit que de façon très concrète, des gestes éco-responsables, on peut tous le faire et en prenant une alimentation en plus beaucoup plus saine. Donc, il y a le concept de la double pyramide de Baria, où justement ce qui peut est nécessaire et puis tout ce qui est problématique un petit peu pour la santé. Ce que je peux vous dire, c'est pour vous, pour vos proches, d'être particulièrement vigilants. Et donc, on a un devoir aussi d'exemplarité. Et donc, la deuxième proposition, la première, c'était trouver tous, autant que vous pouvez, un autre terme que durable. Et la deuxième proposition, c'est réfléchissez sur ces 4 points que vous pouvez mettre en place dès demain. Moins de café, moins de thé, moins de jus d'orange, moins d'avocat. Merci beaucoup. Merci Laurent Chevalier. Alors, Laurent, vous restez avec nous parce que j'ai loupé la session de questions-réponses tout à l'heure. Alors Pierre, je vais vous demander également de nous rejoindre si vous voulez bien. Comme ça, on va le faire avec vous également. Un temps de questions avec vous dans la salle. Et puis également, si vous nous suivez depuis la chaîne YouTube de Biogé, vous pouvez poser vos questions à nos invités. On va vous les transmettre dans un instant, avant la table ronde dans quelques minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle par rapport à ce que vous venez d'entendre? Des choses peut-être qui vous ont interpellé, sur lesquelles vous souhaitiez réagir? Qui veut avoir la lourde responsabilité de poser la première question? Alors, c'est toujours le plus difficile, madame. Voilà, juste derrière vous. Madame, hop, là-bas. Merci. Je crois que ça fonctionne. Okay. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations très enthousiasmantes ou pas. Une question, vous avez parlé beaucoup de plaisir dans l'alimentation et aussi de l'impact environnemental de notre alimentation, notamment sur l'aspect carbone, mais qu'est-ce qu'il en est sur la biodiversité et sur, notamment, on nous parle beaucoup de manger bio? Alors, là, je ne l'ai pas abordé, mais c'est bien évident que c'est tout à fait essentiel de manger bio. Là, ma présentation, c'était un peu sur la viande, que la viande, mais le bio est tout à fait fondamental. Et il y a 2 jours, j'étais au congrès de gynéco-obstétriciens à Pau. Ils m'ont demandé d'intervenir parce que je m'occupe de l'alimentation de la femme enceinte. Et sur l'alimentation de la femme enceinte, la première chose qu'on leur dit, c'est de consommer bio. Parce qu'on connaît l'impact. Vous avez une étude, d'ailleurs, de l'INSERM qui est téléchargeable, une expertise collective de 2021, qui montre l'impact que ça a sur le développement du fœtus, etc. Donc, s'il y a bien un moment donné dans la vie où il faut manger bio, c'est bien entendu au cours de la grossesse et d'une manière générale pour la population aussi. Parce qu'à l'autre extrémité, donc on a une fragilité des personnes âgées et on s'aperçoit qu'il peut y avoir aussi des interactions entre les médicaments qu'ils prennent et les résidus de pesticides qu'il peut y avoir ou d'autres types d'éléments. Donc à ce niveau-là aussi, c'est mieux de consommer bio. On a énormément d'arguments là-dessus. D'ailleurs, l'année dernière, on avait fait avec Claude Aubert, qui est ingénieur agronome, un bouquin sur « Faites votre révolution alimentaire » où on sort tous les chiffres, toutes les références bio pour monter la supériorité du bio.
bio, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Pierre, est-ce que vous souhaitez compléter là-dessus? Je viens compléter parce que moi j'ai démarré un mouvement qui s'appelle Bleu Blanc Cœur en 2000, où on a décidé de s'adresser, parce que c'est, comme je l'ai indiqué, une histoire de prévention des maladies de civilisation, de s'adresser à tout le monde et particulièrement aux gens qui sont ni les plus riches, ni les plus conscientisés, etc. Alors maintenant, je suis plus dans Bleu Blanc Cœur depuis un an, mais je passe beaucoup de temps avec des copains avec qui on a monté à l'intérieur une cellule qui s'appelle Bio Blanc Cœur, puisqu'il s'agit de ne pas opposer, mais de rapprocher. On a les mêmes objectifs, on a une obligation de moyens, plus une obligation de résultats, toutes les études cliniques que j'ai montrées. Et on sait que ça ne se fera pas. C'est important de ne pas avoir une alimentation à deux vitesses. C'est important de ne pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais c'est aussi important de faire monter comment ils appellent ça, une espèce de montée en gamme de l'alimentation et de ne pas laisser s'installer une alimentation à deux vitesses, ce qui est quand même embêtant sur le plan social. Dans ma présentation, je vais pas parler rapidement parce qu'elle était courte, des contraintes. Mais tu as des contraintes on a parlé de la consommation de viande. À l'université, je fais une petite digression, on a travaillé sur la déconsommation de viande. Et la déconsommation de viande, c'est pas simple, il suffit pas de dire je vais le faire. Et les filles qui travaillaient là-dessus, qui sont des sociologues, ont montré tout un tas de limites, qui sont des limites d'équipement, de recettes, de culturel. Quand tu parlais du guacamole là, avec du brocoli, de la crème et du piment d'Espelette, mais il faut savoir le faire. Donc il faut pas couper les choses en deux. Il faut avoir un cap, un point de fuite, mais il faut aussi s'intéresser à tout le monde. C'était mon complément à ce qu'a dit Laurent, évidemment. Juste, je rajoute une petite chose, c'est que quand on fait passer les patients au bio, on leur propose de passer à bio, c'est une transition progressive. C'est pas, effectivement, comme dit Pierre, c'est pas bien, vous prenez du conventionnel, il faut prendre du bio, c'est horrible. Non, c'est pas ça. On leur dit, vous commencez par les œufs, les produits laitiers et les carottes. Et vous verrez. Et quand ils voient la différence de prix qui n'est pas si élevée, eh bien, petit à petit, ils vont aller progressivement sur une alimentation qui est plus bio. Donc c'est comme ça un peu qu'on procède. Et finalement, on a des bons résultats. On a assez bons résultats. Pierre, vous avez dommage, j'en ai passé, mais vous aviez votre portrait juste avant sur l'écran. On vous le montrera tout à l'heure. Allez, une autre question. Voilà, il est là. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je suis ici au nom d'une association de consommateurs qui s'appelle Que Choisir. On ne vous voit pas. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Voilà, merci. Vous voulez rebondir avec une question par rapport à vos propos? La question, c'était surtout de savoir si nos experts trouvaient que le Nutri-Score avait une certaine utilité pour les patients en général et pour les consommateurs, pour les patients en particulier et les consommateurs en général. Alors le Nutri-Score, c'était une vraie aide, c'est un progrès manifeste. C'est bien, c'est Serge Herzberg là qui s'était occupé de ça, toute l'équipe, ils sont très bien, très sérieux. Le seul problème du Nutri-Score, c'est qu'il a des limites. Il a des limites notamment vis-à-vis des additifs qui sont ajoutés, vis-à-vis aussi justement du cracking. Le Nutri-Score, il est appelé à évoluer. Puisque vous savez que c'est tous ces aspects-là où on détruit la matrice alimentaire qui posent des problèmes en termes de digestion, de tolérance, etc. Donc le Nutri-Score, c'est très bien, c'est un progrès, il a amené à évoluer sur justement ces aliments ultra transformés et sur les additifs. Mais c'était quelque chose de bien qui montrait que les pouvoirs publics s'y intéressaient. C'est sur la base du volontariat, en fait, le Nutri-Score, c'est ça C'est sur la place du volontariat, bien entendu. Ouais. C'est comme l'enquête Nutrinet Santé aussi, qui est bien faite, mais on ne peut pas prendre les chiffres au pied de la lettre, puisque c'est sur la base du volontariat, mais ça montre une tendance. C'est ça. Alors, une autre question ici, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour ces interventions. Du coup, je voulais rebondir un peu sur la partie bio. Finalement, si on suit ce qui a été dit à la première présentation, ce qui est dans le sol est aussi hyper important. Donc, en fait, quand on fait du bio, ça va être aussi du bio local, entre guillemets. Et, enfin, je suppose, ou sinon détrompez-moi. Pierre, tu veux... Oui, bien sûr. C'est le bio local. Ce que je veux dire, c'est que par rapport... moi, j'ai beaucoup de questions. C'est où on va se fournir en bio? Le bio, c'est beaucoup trop cher, etc. En fait, dans les grandes surfaces, maintenant, ils vendent du bio. Ils ont réussi à démocratiser le bio. Et dans beaucoup de grandes surfaces, on a quand même du bio qui est aussi d'origine française, relativement locale. Donc, on a un certain progrès de ce côté-là. Merci beaucoup. Pierre, un petit mot pour conclure?
Oui, je voulais rebondir, mais ça va être très court, sur le Nutri-Score, parce que je voulais dire un truc, c'est qu'il a eu une vertu. Là, j'ai remplacé Anthony Berthoud, là, au pied levé. Anthony Berthoud, c'est le nutritionniste de Yuka aussi. Et les algorithmes de Yuka, c'est les algorithmes de Nutri-Score. Et ça a été vraiment efficace, côté conso, sans doute, mais surtout côté industriel, parce qu'ils ont modifié leurs recettes. Alors, si à la marge, il peut y avoir des choses pas agréables, mais fondamentalement, il y a quand même eu moins de sucre, moins de sel, moins de gras, etc., parce qu'il fallait avoir un Nutri-Score et un algorithme Yuka qui marchait bien. Donc c'est efficace, parce que la question, c'est rien, mais en tout cas, ça a été efficace. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une efficacité. C'était positif, ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire sur la question sur le sol et le bio, oui, ça c'est clair, c'est pas une hypothèse. Notre santé, elle se construit à partir des nutriments qui viennent du sol. Il y a le volet toxico à côté que moi j'ai évidemment pas traité, parce que ce que j'ai traité dans ma vie professionnelle, c'est plutôt le côté positif, c'est les bons nutriments qui passent du sol. Si j'avais le temps, mais j'ai pas le temps, mais je vous raconterai comment tout ça a commencé. Je le dis vite fait, quand même vite fait. Quand j'ai monté la première étude clinique, c'était très compliqué, parce que c'était pas une pilule bleue, une pilule rouge. Il me fallait des œufs, du beurre, des viandes. Enfin, c'était très compliqué. Et j'avais été raconté aux gens qui pouvaient me fournir ces produits-là, qui étaient les directeurs scientifiques de marque. J'avais découpé un article du journal Ouest France chez moi sur un scandale de lait à la dioxine. Et à cette époque-là, il y avait un scandale parce qu'un incinérateur marchait mal, la dioxine tombait sur l'herbe, et l'herbe empoisonnait les vaches et ça passait dans le lait et les gens étaient malades. Et j'ai dit, moi, ce que je veux faire, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vicieux, mais s'il y a des bonnes choses qui viennent du sol, qui passent dans l'herbe, qui passent dans le lait, on va aussi améliorer la santé. C'est ce qu'on a démontré, c'est plus une hypothèse. Et les deux volets sont importants. Et le volet toxico, le moins de pesticides, moins d'intrants, mais aussi le volet positif, ramener plus de densité nutritionnelle. Voilà. Juste dans les aspects d'espoir, juste une phrase. C'est que moi, je travaille pas mal avec des associations d'agriculteurs et les jeunes agriculteurs sont complètement différents de leurs aînés. Et ils sont beaucoup plus sensibles à tous ces aspects-là, protéger le consommateur. Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Weil et Laurent Chevalier. Merci.